remercie tous pour cet accueil qui me va droit au cœur. Je remercie tout d'abord Marc Ledoux pour cette si gentille invitation et vous tous pour votre écoute bienveillante. Alors, nous sommes venus en automne à la Borde, Marc et moi, dans un stage, et nous avons longuement échangé. Mais c'est un dialogue qui a commencé bien avant. L'exposé que je vais faire, dont Marc avait plus ou moins mis des jalons, le parcours avec Lévinas, Maldinet, Ricoeur, allusion aux enseignants, aux élèves, allusion aux patients, etc. Donc j'ai essayé de tresser quelque chose autour de ça, en espérant que je ne serai pas trop long, mais je suis sûr que j'ai été trop ambitieux. Donc on verra. Et donc, je voulais en effet témoigner, d'une part personnellement, de notre première rencontre avec Marc Ledoux à l'hiver 81-82, date à laquelle je me retrouve à la Borde, non sans avoir été, depuis en gros 1968, attentif à ce qui se faisait et ce qui se disait à la Borde, mais sans jamais y avoir mis les pieds. Cela passait alors par les revues, par l'entourage de Félix Guattari, et n'en ayant qu'une connaissance par oui dire, j'enrôlais la psychothérapie institutionnelle dans un vaste mouvement de contestation de la psychiatrie, pour ne pas dire d'antipsychiatrie, qui charriait, comme vous le savez, le meilleur et le pire. J'étais à l'époque très inscrit dans le marxisme, fait de génération, mais de plus en plus restitué au marxisme dans sa charge utopique. Donc de moins en moins au fil des ans, dogmatique, ce qui ne veut pas dire non plus que tout dogmatisme en fut exclu. Mais j'avais eu la chance, que je ne mesurais pas à 20 ans, dans cette grande ville de province où j'étais né, d'avoir pour professeur Gilles Deleuze, qui faisait cours à l'époque sur la logique du sens, en licence, et sur Spinoza, pour nous préparer à l'agrégation. Ça, c'était la grande époque de Deleuze, avant qu'il arrive à Vincennes, etc. Bon. Et comme tout le monde, j'étais sous le charme, au sens fort, au sens grec, de cette parole dont Lévinas m'a dit plus tard qu'elle creusait des cratères chaque fois qu'elle s'exprimait. Voilà. Je cite ce que m'a dit Lévinas, c'est écrit nulle part, mais c'est ce qu'il m'a dit. Bon. Mais il y avait, en 1967-1968, en très grande proximité avec Deleuze, malgré des références totalement hétérogènes, la voix rocailleuse d'Henri Maldinet. Alors je rappelle, je ne sais pas comment c'était en Belgique, mais à cette époque en France, la licence de philosophie, puisque c'était en licence que j'ai connu Maldinet, licence qui se passait par certificat, elle était commune aux philosophes et aux psychologues. Aujourd'hui c'est inimaginable, mais à l'époque c'était le cas. J'ai eu la chance de pouvoir être mis en présence des grands concepts de la psychopathologie, de la phénoménologie, de l'herméneutique et de l'esthétique. Je n'ai jamais oublié le timbre de cette voix et son empreinte profonde, notamment lorsque j'allais le voir, à la rentrée 1968, pour lui soumettre un projet de mémoire de maîtrise beaucoup trop ambitieux, infaisable. Et il me dit seulement, à une époque où plusieurs deuils très rapprochés m'avaient jeté dans un début de dépression, il me dit « Lisez Deuil et mélancolie ». Et ne lisez que ça. J'ai suivi les noms. Alors je ne vais pas entrer dans les détails de mon errance morale, intellectuelle, spirituelle, dont j'émerge en 1973, pour entrer enfin dans la vie active, à Roubaix, dans le nord de la France. Auprès d'élèves, c'était mon premier poste, dont je n'imaginais pas les difficultés de lecture et d'écriture, et non plus le projet de vie quand il y en avait un. C'est la période où je remets tout en question, non plus de manière livresque ou théorique, malgré des rechutes périodiques dans un gauchisme désormais suranné, j'émerge toutefois cette fois-ci à la lecture d'Emmanuel Lévinas, dont le livre Totalité infinie, que j'avais depuis quelques années, mais auquel je n'avais pas compris grand-chose, mais cette fois-ci, ça marche. Totalité infinie m'aide à quitter les pensées politiques formatées dont nous étions tous gavés à l'époque. Je fus sensible à ce qu'il disait de la violence, dès les premières pages, et il a contribué d'une part pour penser la tentation violente, et d'autre part à m'ouvrir au continent biblique et à me faire entrevoir l'océan talmudique.
Même si j'étais resté à ce bord, au bord de l'océan, je décidai d'écrire une thèse sur Lévinas, sous la direction de Miguel Abensour, à qui je rends régulièrement hommage, et j'ai eu avec lui un authentique dialogue philosophique. Et je pris conscience, progressivement, que la phénoménologie, alimentée par ses sources francophones, alors ces sources francophones, c'est Lévinas, Maldinet, mais aussi Michel Henry, Derrida et d'autres, et Ricoeur, alimentée par ces sources francophones, était l'élément, là aussi au sens grec, dans lequel je me mouvais le mieux. Aussi, lorsque je fus sollicité, il y a une dizaine d'années, par les psychiatres de la région Rhône-Alpes à ouvrir un séminaire où l'on parlait de Daseinsanalyse et de Maldinet, je fus restitué à un terrain familier. Mais pour l'instant, je n'ai encore rien dit de l'autre source que vous avez évoquée à l'instant, que constitua pour moi la rencontre de Jean Horry à la Borde, nos entretiens, les séminaires du samedi. Jean Horry m'a aidé à clarifier ma situation existentielle et intellectuelle en ramenant à l'essentiel, quelle vie allais-je me ménager. Mais aujourd'hui, je vais quitter cette évocation où j'ai voulu dire ma reconnaissance pour vous exposer comment je vois, disons, l'essentiel de ces grandes lectures de Lévinas et de Maldinet essentiellement. Si je déploie mes repères dans l'élément des livres, vous avez déjà compris que tout cela ne tient que parce qu'il y a à chaque fois une rencontre. Or, ces rencontres sont aussi celles que j'ai faites avec mes élèves, mes étudiants, les enseignants que j'ai formés, à leur vie de pédagogue et d'éducateur, notamment lorsque j'essayais de leur présenter la pédagogie institutionnelle. J'appréhendais cette dernière, la pédagogie institutionnelle, non pas à partir de la classe effective telle que les données, mais dans l'écho qui faisait entendre la psychothérapie institutionnelle de façon à revenir sur la classe où l'on pouvait désormais articuler le singulier et le collectif. De sorte que pour moi, aujourd'hui, compte tenu du recul que m'autorise la retraite, je discerne mieux les présentations schématiques qu'on peut en faire quand on y est pas lié par le sentiment de la situation. Situation du maître, comme on dit, devant ou avec ses élèves, situation du patient dans le dispositif de soins, dans le réseau d'institutions au pluriel qui l'accueille. C'est donc par l'accueil et par la rencontre que je commencerai cet exposé. J'ai prévu donc trois points. Un point qui concerne la rencontre et l'accueil, autrement dit l'articulation de l'éthique et du clinique. Un deuxième point sur présence et représentation, où je croise les regards de Lévinas et de Maldinet. Et un troisième point, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de l'aborder, sur la déontologie selon Ricoeur et l'extravagance de Lévinas par rapport à cette déontologie. Voilà. Prends ton temps. Ouais. Oui. Bon, d'accord, bon, ça va. Donc, rencontre et accueil. Avant l'accueil et l'admission, qui sont des moments professionnels, où la personne en souffrance devient patiente, puis pensionnaire, il y a une antériorité non chronologique. La rencontre d'un existant à un moment particulier de son existence en crise. On comprendra qu'une rencontre manquée est de mauvaise augure pour la mise en place d'un traitement, quel qu'il soit. La première rencontre peut d'ailleurs tourner court assez vite. Comme l'accueil, la rencontre ne se limite pas à la première entrevue. Cette rencontre, si elle relève du contact, au sens zondien, vecteur C, elle est aussi bien rencontre de personnes que rencontre de lieux. Il ne s'agit pas d'idéaliser la rencontre, d'en faire une esthétique facile, mais chacun sait bien ce qu'une rencontre peut avoir de décisif. Décisif, c'est-à-dire, c'est la rencontre qui décide de quelque chose. Mais la rencontre doit ce pouvoir de décision à ce qu'elle est l'événement de sortir de soi et d'ouverture à l'autre. De ce point de vue, elle intéresse au premier chef à la fois les philosophes et les psychiatres. Toutefois, la rencontre ne semble pas avoir préoccupé les philosophes avant le XXe siècle, sauf si on donne à rencontre le sens de tuké, et à ce moment-là, dans la philosophie grecque, non seulement chez les stoïciens, mais plus largement que ça, il y a bien une philosophie de la rencontre. Mais ça, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Donc,
le sujet de la rencontre est traité aussi bien d'ailleurs dans la littérature moderne, dans le roman moderne. Je pense par exemple à la rencontre de Julien Sorel avec Madame de Rênal la première fois dans le Rouge et le Noir, qui est une scène forte qui a alimenté notre culture. Nous avons donc à nous demander comment se constitue une phénoménologie de la rencontre et comment cette phénoménologie éclaire la situation d'accueil. Alors, je dirais ceci qui vient tout droit de Maldinet. Il n'y a de rencontre que dans et pour l'existence. Il n'y a de rencontre que dans et pour l'existence. Mais dire ça, ça ne va pas de soi. La personne qui se tient en face de moi m'apparaît, Feinestheim, c'est le phénomène, en chair et en os, Leib, mais c'est un corps, Leib, un corps où sont sédimentées des habitudes de soins, ou de manque de soins, de négligence, des habits, même racine que habitude, tout ce qui est de l'ordre de l'avoir, ABO, les habitus, les bonnes manières, la façon de s'asseoir ou d'entrer dans une pièce. Mais c'est aussi du domaine de l'être, une somme de caractéristiques générales sous lesquelles on classe la personne qu'on a devant soi et caractéristiques particulières de cet homme-ci, de cet homme-là, devant nous. Cela, c'est l'expérience commune de la rencontre, quel qu'en soit le lieu, quelles que soient les circonstances. Mais dans les circonstances particulières de l'accueil ou du premier rendez-vous, on est d'emblée dans ce que la rencontre a de véritablement humain. La rencontre n'est pas de l'ordre de l'avoir ni de l'être, le quid, mais de l'exister, le quod. Nous parlerons de rencontre d'existence. Voilà, je parle de rencontre d'existence. Mais quel sens donner ici à existence? Bon, là, je vais entrer dans des choses qui sont très connues. L'existence au sens de présence, d'être là, d'être le là, ou d'y être, comment Monsieur X ou Madame Y est présent dans la rencontre. Et cette modalité de la présence est d'abord présence d'un corps, corps moteur, corps visage, corps parole. On peut dire que dès que nous sommes en présence d'autrui, abordé par la perception de son corps, de ses mouvements, de sa tenue, de ses paroles, de ses mimiques, de son sourire ou de son apathie, nous sommes déjà dans la possibilité de nous tromper. Mais le plus important n'est pas là. Pour le dire avec les mots, alors, excusez, bon, je vais certainement mal prononcer le mot de Buitendijk, c'est comme ça qu'on dit? Buitendijk, ja. Buitendijk, d'accord. Oui. Voilà, je ne suis pas trop trompé. Non. Qui était, comme vous le savez, un biologiste, psychologue et philosophe, qui a écrit une phénoménologie de la rencontre en 1952, et qui est un petit livre qu'on peut encore lire avec intérêt. Et il dit ceci, je cite, « Dans la rencontre, c'est toujours en premier lieu l'existence qui se rencontre elle-même. » Fin de citation. Ensuite, l'existence, telle que j'en parle aujourd'hui, n'est pas l'existence en général, mais l'histoire de la vie qui amène le patient devant nous. Alors, notez l'importance des mots avec lesquels Victor von Weizsäcker accueillait ses patients. Assistant sur le banal, qu'est-ce qui vous amène? Un chemin. Il s'agit d'un moment particulier de la vie du patient, une vie épuisée ou une vie en danger. Et là aussi, le risque de se tromper, de manquer la rencontre est présent. Je cite encore Buitendijk, « On ne peut rencontrer un homme que dans la mesure où l'on choisit de le rencontrer, et non pas de passer auprès de lui, de le considérer en critique, de le prendre avec, nehmen bei etwas, comme disait Binswanger. » Fin de citation. Prendre avec ou prendre part, pour Binswanger, cela pouvoir dire prendre au mot, et cela peut avoir des conséquences terribles, par exemple dans le cours d'une analyse. Prendre part, Pierre, c'est toujours prendre par un côté, de manière unilatérale et violente. Comme une telle possibilité n'est jamais absente, il est bon que l'accueil soit pluriel et fonctionne autour de la sympathie, au sens de Max Schuller. Ce volontariat qui dynamise les constellations, un terme labordien par excellence, et qui réduit en principe les risques d'une rencontre manquée. Toute rencontre est une question posée à nous par l'homme rencontré. L'homme rencontré nous est donné comme étant déjà par lui-même une invitation à la rencontre, ça c'est Buitendijk qui l'a dit, je cite, une question à son sujet. Il attend une réponse, même si celle-ci ne doit pas survenir. Fin de citation.
C'est l'être tout entier de la personne qu'on a en face de soi qui est question. Regard, mimique et plus massif, le corps lui-même tout entier. Car le corps est le premier médiateur de la rencontre. L'homme est présent dans son corps. Le corps est la première manifestation de la présence. Non pas un corps-machine conduit par un pilote, comme le disait Descartes, mais un homme présent dans son corps, comme Heidegger nous dit que le dieu grec est présent dans son temple. Présent au sens heideggerien de Anwesen, cette présence est cachée non pas à la manière dont un objet que l'on cherche est dissimulé dans une armoire, par exemple, mais au sens où par la fréquentation que nous faisons du temple, nous faisons l'expérience d'une présence en devenir, jamais accomplie, et qui ne fait qu'un avec le temple, puisque le temple, sacrum en latin, délimite l'espace entre espace sacré, sacrum, et espace profane, c'est-à-dire devant le temple. Alors, ce détour par le temple grec vise à nous faire comprendre comment l'homme qui est en face de nous est présent dans son corps. Cette nouvelle perception doit nous aider à rompre avec l'attitude corporelle et objective d'observation conduite par un spectateur désintéressé. Rappelons-nous que le projet de la phénoménologie est bien résumé par Binswanger, je cite, « La scission du monde en sujet et objet est le cancer de la psychologie. » Fin de citation. Le corps dont parle Buttendieck n'est pas le corps anatomique qui occupe un espace délimité, c'est le corps comme situation. Je cite, « L'homme forme sa situation dans le corps et par le corps, et il la définit, cette situation, comme situation pour l'homme qu'il rencontre. » Fin de citation. C'est même ainsi que le corps, le schéma corporel, le corps dans le miroir, se constitue à travers les organisateurs psychiques décrits entre autres par René Spitz. En rassemblant tout ce qu'on sait du regard et du sourire, à travers notamment Winnicott, on rapporte l'authenticité de la rencontre à l'échange et par là à la réciprocité. Condition d'une rencontre effective, dit Buttendieck. Ce qui laisse à penser que la rencontre pourrait ne pas être effective. Alors on demandera si la réciprocité est bien le secret de la rencontre ou si avant la réciprocité il n'y a pas une asymétrie nécessaire pour l'effectuation même de la rencontre, asymétrie qui désigne l'éthique selon Lévinas. Je reparlerai plus tard. La rencontre ne dépend pas de nous, elle est à la fois événement et avènement, surprise et révélation. Révélation de nous-mêmes à nous-mêmes sous l'effet de l'événement. Mais si elle ne dépend pas de nous, la rencontre se prépare. Cette réceptivité de la rencontre est rendue possible parce que Lévinas appelle notre exposition à autrui. L'exposition à autrui et aux affects qu'elle provoque en moi fait partie de notre vulnérabilité, c'est-à-dire de notre situation en quelque sorte en première ligne, si je puis dire, comme dans une bataille. Mais simultanément, nous sommes en position d'accueil, sur le seuil, pour reprendre l'expression biblique d'Abraham accueillant les hôtes du désert. Ces deux faces de la rencontre, l'expression biblique d'Abraham accueillant les hôtes du désert, l'exposition et l'accueil, engagent ces deux faces, l'exposition et l'accueil, engagent une problématique de la proximité. Aujourd'hui, on n'entend plus par proximité que la proximité spatiale, commerce de proximité, vous achetez vos légumes dans le quartier. Non, la proximité, c'est le mouvement par lequel l'étranger devient prochain. Mais devenir prochain n'est pas réductible à une assimilation, où l'autre deviendrait le même. Intégration politique ou conversion religieuse, à entendre comme l'adoption par l'autre de mes propres comportements ou croyances. On s'agite beaucoup là-dessus en ce moment en France. Il y a de quoi. Ouais. Il y a de quoi. Ouais, comme tu dis. À Calais. Ouais. Terrible quand même. Alors, il faut, pour éviter donc cette assimilation dangereuse, aborder la proximité comme, je cite là une belle expression de Jean-Louis Chrétien, comme proximité de l'insaisissable. Autrui n'est pas à ma disposition comme l'est une chose. Ainsi, il y a bien une familiarité dans la proximité. Visage familier, objet familier de l'ordre du Heimlich. Mais cette familiarité dénonce en même temps le non familier, l'Unheimlich. C'est une manière d'escamoter autrui
en le renvoyant au lointain d'où il s'approche. La familiarité nourrit et renforce l'assurance, et en particulier l'assurance d'être bien de chez soi. L'autochtonie, dit Lévinas. Tout autre est l'intimité que Jean-Louis Chrétien oppose à la familiarité. Quand autrui m'est familier, je sais où le trouver. Je connais son adresse, j'ai ses coordonnées, comme on dit aujourd'hui. Il est à portée, à ma portée. Il est à demeure. Zu handen, comme disait Heidegger. Je l'ai littéralement sous la main. La familiarité est donc centripète. La confiance de l'intimité, au contraire, a pour terme autrui dans sa pleine altérité, qu'aucune procession n'étreint. À condition qu'à son tour, l'intimité n'étouffe pas autrui, ce qui nous renverrait du côté de l'assimilation. La fusion est non moins immortelle que l'assimilation. Autrui, dit encore Jean-Louis Chrétien, est insaisissable. Je cite, « Il n'y a ni fusion ni transparence possible. Le corps de l'autre, jamais, ne peut devenir un moment du mien, même si je peux faire mienne les pensées qu'il formule. » Fin de citation. Sur un plan intersubjectif comme sur un plan politique et social, l'assimilation et la fusion sont les fantasmes mortifères d'une communauté réconciliée, débarrassée du conflit et de la division, ce qui fut le rêve au XXe siècle du totalitarisme. Ici, c'est un moment de mon parcours, puisque ma thèse portait justement sur la philosophie politique au XXe siècle. Sur le plan de la philosophie politique, Claude Lefort a bien montré qu'on ne peut pas se débarrasser de la division interne du social, sauf à succomber sous les mirages et la rage de l'un, avec un U, grand U. À sa manière très différente, Lévinas a tenté de montrer que le secret du social tient dans une formule paradoxale, je cite, une séparation liante. Mais tout le monde n'est pas de cet avis, bien loin de là. Loin de tout irénisme, les philosophes depuis Hegel ont voulu suivre finement le parcours de la reconnaissance, que ce soit dans la lutte à mort pour la reconnaissance de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, ou plus récemment de Sartre, lorsque celui-ci, curieusement, quand il évoque autrui, a recours au langage de la théologie. L'enfer, c'est les autres, vous connaissez. Ou aussi des formules comme « ma chute originelle, c'est l'existence de l'autre ». C'est étonnant qu'un philosophe comme ça, justement pour parler d'autrui, emploie le vocabulaire biblique. Autrui est mon destin, je cite encore Sartre, originellement chacun est oppresseur en tant qu'autre, opprimé en tant que soi. Si j'avais le temps, je vous montrerai que je me situe à l'opposé de cette phrase. Sartre est obsédé par le regard d'autrui, ce qui l'amène à méconnaître autrui comme être de parole. Les pages où Sartre décrit le regard, le voyeurisme ou la honte sont célèbres. On les trouve dans l'être et le néant, on les trouve aussi dans le Saint-Genès. À chaque fois, le regard d'autrui sur moi est décrit comme transcendant et réifiant. Le regard voit au-delà de moi et à travers moi. Il vise à me réduire à l'état d'objet, à l'état d'en-soi, pour employer le lexique de Sartre. Böteinding disait « La première rencontre est celle du regard qui rencontre notre regard ». On peut en effet parler d'un échange de regards avec une dimension de promesse d'aller plus loin. Mais nous savons aussi que parfois, on peut tuer pour un regard. Chez Sartre, il n'y a pas échange de regards, mais une alternance dans un jeu de face-à-face hostile. Mais il n'y a pas que des regards à échanger, il y a aussi des paroles. Et Jean-Louis Chrétien, dans un autre texte, écrit superbement « Autour du foyer de la parole se tient toute rencontre humaine. » Autour du foyer de la parole se tient toute rencontre humaine. Et c'est à cet endroit-là, entre le regard et la parole, que je veux témoigner de l'hypersensibilité de mes premiers élèves par rapport à qui j'étais l'étranger. Comme ça, on me dit, vous ne parlez pas comme nous. Hein. Et j'avais noté très tôt, quand même, dans les années 70, qu'ils étaient très sensibles au regard que l'on portait sur eux. Et j'étais l'étranger, je découvrais leur monde à eux, leur monde ambiant, et c'est ce monde qui m'a
enseigner les dangers du regard. Être regardé devenait l'éclat méprisant d'un dévisagement, ou comme le dit dans un petit livre Ernst Bloch, dans un autre contexte, je cite, « l'éclat méprisant d'un mot rare ». L'éclat méprisant d'un mot rare. Comme si on prenait pour une marque de mépris d'employer des mots distingués ou hors du commun, attestant de notre volonté de marquer les différences entre ceux qui savent manier les mots et ceux qui ne savent pas. D'enseigner alors pour moi la langue, surtout la langue, et la littérature, un peu, pas assez, à des élèves pour qui, même s'ils étaient nés en France, mon usage de la langue pouvait les heurter, en dépit des précautions dont je m'entourais. Dès lors, la parole devait prendre le pas sur la langue. Vanité de l'enseignement de la langue commune, quelle qu'elle soit, le français ou une autre langue, quand on n'institue pas des lieux et des temps de parole libre, pas de langue mais de parole, comme l'a si bien expérimenté précisément la pédagogie institutionnelle et ses lieux, le Quoi de neuf, tous les matins, 10 minutes de parole, chacun son tour, avec un échange et des règles de parole, mais aussi le moment dit du choix de texte, où chaque élève a écrit un texte personnel qui va ensuite être soumis au collectif. Et la réunion de bilan de la semaine, qu'on appelle en pédagogie institutionnelle le conseil, hein, donc qui est une variante, qui a son équivalent, disons, dans la réunion d'accueil du vendredi après-midi à la Borde, par exemple. Le conseil est la véritable instance éducative de la classe, où s'exerce à la fois l'esprit critique personnel, tout le monde a un droit égal à la parole et à critiquer, l'instance de la loi, très important pour Fernand Houry, la prise des responsabilités en première personne, les métiers, alors ça va être celui qui essuie le tableau, celui qui distribue les dictionnaires, celui qui, etc., participe à l'imprimerie, voilà, les métiers. Faute de cela, la classe restera toujours un pseudo-collectif, un pur agrégat parcouru d'humeurs contradictoires, coagulant dans l'opposition frontale au maître, le maître confondant alors dominus et magistère. Bah, ça te dit quelque chose? Oui. Oui. Les conséquences. Ouais. Alors, il manque toutefois une chose pour dégager le sens de rencontre. La rencontre se produit dans un lieu qui, pour que celle-ci soit authentique, ne soit pas précisément un lieu de rencontre au sens trivial du terme. Les rencontres dont nous parlons ici sont fortuites, au sens où Jean Houry disait qu'à la Borde, il s'agit de programmer le hasard, de programmer les rencontres. Elles ne sont pas minutieusement et diplomatiquement préparées, comme le sont les rencontres entre chefs d'État. À part leurs émissaires, les rencontres des Maldinais ne sont pas plus le fruit d'une organisation que ne le sont une amitié ou un amour. C'est Maldinais qui dit ça. Il y a amitié durable et amour authentique lorsque l'accidentel se mue en essentiel. Seul l'événement de la rencontre est fortuit. Mais la rencontre n'est effective que dans l'accomplissement des promesses de l'événement. Parmi ces promesses, le lieu de la rencontre, de la dimension du survenir, prend rétrospectivement une importance significative parce qu'il est formateur et transformateur de l'existence de l'un et de l'autre. Maldinet retrouve dans la langue la trace de la co-originarité de la rencontre et du lieu. Ainsi, le mot contrée, le mot encontre, vous avez même chez la Boétie, dans les discours de la servitude volontaire, le malencontre, la mauvaise rencontre, la mauvaise fortune. On retrouve le sens de tuquer, là, justement. Eh bien, la dimension du survenir, etc., prend rétrospectivement une importance significative parce qu'il est formateur et transformateur de l'existence de l'un ou de l'autre. Rencontre, encontre, en allemand Begegnen. Une rencontre n'est pas un simple contact, dit aussi Maldinet.
à entendre au sens ordinaire du mot, contact, et peut-être pas, alors ça va en discuter, dans son sens zondien. Je vous laisse m'apprendre beaucoup de choses là-dessus. Hein. La rencontre, dit encore Maldinet, ne se produit pas à l'interface de deux êtres sans visage. La rencontre ne se produit pas à l'interface de deux êtres sans visage. Ici, la proximité de Maldinet avec Lévinas est consciente des deux côtés. Mais elle ne doit pas nous autoriser à rabattre la problématique de l'un sur l'autre. Ce que veut dire ici Maldinet, en un sens qui n'est pas immédiatement éthique, comme il le serait chez Lévinas, c'est que les deux visages en vis-à-vis s'éprouvent eux-mêmes au double sens de mettre l'autre à l'épreuve en s'y mettant soi-même. Là où Lévinas a l'habitude d'insister sur la nudité, la vulnérabilité du visage et simultanément sur sa signification éthique, qui est l'interdit du meurtre, Maldinet, lui, de son côté, insiste sur le visage comme figure de proue de la personne. L'existence consiste à se tenir à la fois à l'avant de soi et dans l'ouverture, tout comme le suggère l'image de la proue fendant les plots. Certes, on peut avoir affaire avec des personnes au visage fermé, et on dira que cette personne refuse de communiquer, ou s'absente de la communication, du commerce humain. Mais lorsque Maldinet parle d'ouverture, il veut bien sûr parler aussi de l'ouverture de soi à autrui, comme de la rencontre qui se produit précisément dans l'ouverture. Et l'ouverture ne peut être sensible et manifeste que dans un lieu travaillé par l'ouverture et pour l'ouverture. Ce sera, on l'aura compris, un élément directeur, entre autres pour un architecte ou un urbaniste. Mais s'agissant ici de liaison entre le soin, l'accueil et le lieu, il faut penser l'établissement et son aménagement de l'espace, à la fois du point de vue de la communauté de soins et de l'architecte dans un commun projet qui nuise à rien d'autre qu'à programmer le hasard, comme je le disais tout à l'heure. La référence ici de l'aire potentielle de jeu conçue par Winnicott est explicite et revendiquée. C'est la prise en compte de cet espace potentiel dans l'agencement des bâtiments et des circuits qui guide ici la pratique. Le mode particulier d'habiter, propre aux schizophrènes comme aux maniaques, y apparaît et simultanément peut y être travaillé. Merci. Je cite Maldinet, « Il est des formes d'existence en échec dont le tragique consiste dans l'impossibilité de rencontrer et d'avoir lieu. » Fin de citation. Dans l'existence schizophrénique, on se trompe à vouloir entrer en contact à partir d'un schéma général de la communication qui serait commun aux névrosés, aux psychotiques et aux normopathes. Certes, il ne s'agit pas d'aborder une personne schizophrène de manière particulière, adaptée, entre guillemets. Dans le flux des rencontres rendues possibles par les lieux, il faut reconnaître la personne schizophrène en tant que soi-même comme un autre, selon le titre de l'ouvrage de Ricoeur, sur lequel je reviendrai à la fin. Contact, toutefois, cette communauté de contact, toutefois, sera très vite déchirée par la présence, l'être au monde et avec autrui du schizophrène. Tout comme la communication est fuyante avec le maniaque ou le mélancolique, qui ne sont jamais dans le présent commun. Pourtant, c'est bien dans l'articulation du lieu et de la rencontre que peut se jouer la surprise, l'avènement de la rencontre. Celle-ci ne sera possible, franchement, ou alors furtivement, que si on a au préalable rendu possible l'élection par la personne psychotique d'un lieu, d'un coin, c'est un mot familier qu'on emploie aussi bien à l'école qu'en psychothérapie institutionnelle, une place, si vous préférez, que l'on respecte comme son lieu, sa place, même si la personne ne va pas s'y arc-bouter comme on se renferme sur soi. L'événement fortuit d'une rencontre entre deux êtres n'est justifié d'être que par l'avènement d'un lieu, dit Maldinet, qui engage en la transformant, l'existence de chacun. Fin de citation. Ce que dénote le lieu, avant d'être le lieu d'une rencontre possible,
c'est qu'il n'est pas élu par la personne psychotique comme un ici dans un espace commun, parce que pour elle, ici ne veut rien dire, selon les mots d'un patient d'Eugène Minkowski que Maldinet cite souvent. Ou bien tel autre patient s'accrochera à son lieu, à sa place, comme s'il y était assigné et comme s'il y était vissé. Dans les deux cas, le psychiatre éprouve cette impossibilité de rencontrer comme une possibilité de sa propre existence, à la fois requise et menacée. Le psychiatre est comme tout le monde de ce point de vue-là, il fait une épreuve négative de la rencontre. Cette épreuve se transformera en expérience à chaque fois que seront tissés ensemble la parole et le lieu. Je reviens une dernière fois sur le visage, sur l'événement du visage. Comme Lévinas, Maldinet parle d'une épiphanie du visage. Épiphanie, Fainesta, y apparaître épi au-dessus. C'est pour ça qu'on parle d'épiphanie du visage, parce qu'il surplombe le corps, il est au-dessus du corps. Et le visage apparaît à quelqu'un qui est aussi un visage, qui est épiphanie pour l'autre, celui qu'on regarde à hauteur des yeux, mais simultanément je porte mon visage, je dirige mon regard. Je suis, le mot est de Maldinet, l'autophanie de mon propre visage. L'autophanie de mon propre visage. L'autophanie que je manifeste est la condition nécessaire pour que l'épiphanie de l'autre, du visage de l'autre, soit accueillie en pleine ouverture, à visage ouvert, si je puis dire. Et à visage ouvert, ça peut définir le contenu même de la rencontre. C'est une position à la fois éthique au sens de Lévinas et existentielle au sens de Maldinet. Toutes les compétences que l'histoire de la psychothérapie institutionnelle nous a aménagées, nous a enseignées, sont éminemment à mettre en œuvre lors de l'accueil, à condition de bien distinguer accueil et admission quand il s'agit d'une hospitalisation. L'admission est autant médicale qu'administrative. Il y va de l'identité du patient, de sa situation sociale, familiale, professionnelle, etc. L'admission se fait une fois en principe. L'accueil peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs mois. Jean Horry disait souvent que l'accueil se fait tout le long du séjour. À la clinique de la Borde, une assemblée générale se tient chaque vendredi après-midi. Elle est appelée précisément réunion d'accueil. Elle porte sur les projets et les bilans. À son issue, on invite les nouveaux pensionnaires ou les hôtes de passage à se présenter. Dans la semaine se tient au moins un repas d'accueil. Il est rare que le nouveau patient accueilli, ou la personne en visite, soit d'emblée en mesure de s'orienter dans les lieux et les groupes. Une telle mise en œuvre du temps se retrouverait dans l'organisation souple et inventive d'une classe en pédagogie institutionnelle, où les rituels sont les lieux, les moments et les outils du choix de la parole. Ce qui est vrai du temps est vrai aussi de l'espace. Il s'agit de créer l'espace. Bon, là, il y a une dimension évidemment existentielle. Il ne s'agit pas de l'espace géométrique, mais un espace personnel, un espace habité. Il y a deux manières de s'occuper de l'espace. On peut l'arpenter, c'est-à-dire le mesurer, mais on peut aussi l'habiter. Dans l'espace qu'on cherche à créer dans un établissement, il n'y a pas que des lieux dont l'affectation peut changer au cours du séjour. Le patient change de chambre, ou d'un séjour à l'autre. Par exemple, tel espace voué à la lecture sera déplacé et remplacé par un espace voué à l'écoute musicale ou à la calothérapie, les soins par l'image, on se fait beau, quoi, voilà. On se coupe les cheveux, calothérapie. Il y a aussi et surtout un espace invisible qu'on peut appeler un site personnel où le patient va émerger. Par la parole, une création originale, parfois un simple sourire. Ce site est très proche pour Horry comme pour Maldinet de l'ouvrage de Francis Ponge que vous connaissez tous, La fabrique du pré. Le pré, c'est l'herbe, c'est l'ouvert, mais c'est aussi le lieu de ce qui est avant le pré, la préposition pré,
pré-prédicatif, du pré-attentionnel, du pré-représentatif. Un site avant même l'espace, pour permettre aux patients, schizophrènes par exemple, de se créer un lieu pour lui. Et dans la mesure du possible, créer avec lui des tenants-lieux d'espace transitionnel pour lesquels Jean-Horry utilise le terme de praticable emprunté au théâtre. Tel est l'espace du dire, et Jean-Horry reprenait explicitement la distinction de Lévinas entre le dire et le dit. On en trouverait d'analogues dans les monographies rédigées en pédagogie institutionnelle, et que nombre d'enseignants sont a priori. De ces monographies, j'en ai toute une collection à la maison, les coins de la classe dédiés à la lecture, à l'imprimerie, voire au marché, ou au simple isolement volontaire, tous ces coins, ces lieux, relèvent effectivement d'une logique de l'espace du dire. Toute la question, et tout l'art de cette fine conception, c'est de mettre en marche une machine collective qui fasse qu'il y ait espace de jeu et possibilité de rencontre. Une personne, professionnelle ou non, une activité manuelle, sportive, musicale, un lieu plus ou moins à l'écart, un bout de jardin, un atelier, etc. Dès lors se pose une deuxième question. Quels sont les chemins qui mènent à la rencontre? Alors, on connaît des établissements où le chemin est dicté par les lieux, par l'architecture, l'agencement, et où finalement il est facile de tourner en rond sans faire de véritables rencontres. Le but, au contraire, dans l'institution est d'aider le patient à se faire une dialectique du proche et du lointain, de l'espace propre et du contact. Ici s'éclaire le concept métapsychologique de transfert dissocié. Il s'agit de ces transferts opérés par des patients schizophrènes, personnalités décrites par Jacques Scott comme bribes et morceaux, pour reprendre une expression d'Henri Michaud. Pour répondre à la dissociation, qui est le phénomène même du clivage psychotique, il faut là encore résister à l'homogène, c'est-à-dire de distinguer les ambiances, de doser subtilement les personnes qu'on va mettre ensemble dans la même ambiance, dans la même chambre par exemple. Il faut donc être attentif à la présence et au présent des personnes, pas seulement par un rappel au présent, c'est leur dormir, c'est leur manger, etc. Chaque éducateur, chaque travailleur social sait à quel point ces repères peuvent facilement disparaître dans la vie ordinaire. Mais il est un autre sens de présent, celui que la langue allemande nomme Anwesenheit, à côté de Gegenwart, présent au sens de laisser se déployer les choses. Le temps, de se laisser se déployer les choses, le temps les entoure, la paix. On peut ajouter à la distinction de ces deux présents marqués sémantiquement en allemand, d'autres dimensions explorées par Victor von Weizsäcker notamment, le commerce, au sens de l'ancien français, où l'on dit d'une personne qu'elle a un commerce agréable, Umgang en allemand, qui par le préfixe désigne ce qui est autour, les entours, l'entourage, et dans le même registre se situe la notion de paysage. Le paysage, c'est ce que nous traînons avec nous, qui nous est propre comme un accent ou une allure qui nous singularise. Mais c'est aussi un arrière-pays, pour reprendre un titre du poète Yves Bonnefoy. Le diagnostic porte sur le paysage, mais on peut reconnaître le paysage de quelqu'un que si on est déjà dedans. Il y a profusion d'anecdotes quant aux circonstances où il faut savoir convoquer instantanément le trait saillant ou le trait d'esprit au sens de Lacan, trait qui permettra peut-être de remettre en route un processus, un mouvement, un déplacement. Dans les séminaires de Jean-Horry, il y a énormément d'exemples de ça. Enfin, la troisième de ces dimensions revient en propre à la pathosophie de von Weizsäcker, notamment du pentagramme empathique, les 5 vers de mots allemands. Voilà. Alors, il y aurait même une quatrième dimension, mais elle les traverse toutes, je pense, c'est la dimension de l'humour. Il ne s'agit pas de multiplier les jeux de mots ou d'entretenir autour de soi et en toutes circonstances une convivialité festive. Il s'agit d'accueillir le fortuit et le libre. Manquer d'humour avec le patient et l'entourage, c'est rester dans le général sans avoir accès au singulier. Qu'est-il demandé aux professionnels? Pas de cultiver l'humour pour lui-même, mais d'avoir le pouvoir de s'orienter
au moyen de véritables sens qui n'est produit et exercé que dans la pratique quotidienne et que l'on qualifie parfois de Präcox-Gefühl. Pratiquement, il s'agit d'être capable d'évaluer, par exemple, une forte dangerosité suicidaire et d'être, ce faisant, capable de faire preuve de décision. Décider, c'est toujours choisir le moment opportun, le kairos. Décision et moment opportun s'organisent en boucle. Je sais que c'est le moment de prendre telle décision, que cette décision est un soin d'un signalement ou un rapport, ou l'initiative d'une parole ou d'un geste. Toutes les institutions d'éducation, de soins, d'éducation spécialisée, de travail social, etc., sont des lieux où des patients, des jeunes, des élèves viennent solliciter de nous ce dont ils peuvent s'emparer pour leur propre usage. Ici, je fais référence aux conversations ordinaires de Winnicott. Tout se passe comme si le professionnel disait à l'usager « Voici la part de moi que vous pouvez utiliser à votre profit ». C'est une citation de Winnicott. Winnicott parlait de la rencontre entre une dépendance et une fiabilité. Belle formule, souvent dévoyée dans un langage technocratique, où fiabilité va se dire aujourd'hui professionnalité, où dépendance va se dire besoin, où patients et pensionnaires sont ramenés à l'anonyme usager. C'est ce langage-là est le langage de ce que l'école de Francfort appelait le monde administré. Le monde administré, celui dans lequel nous sommes, génère en se complexifiant des symptômes nouveaux. Cette complexification croissante sécrète de l'homogène. Homogène des dossiers, des informations et même de la langue. Même quand on crie haut et fort, comme on le faisait en France dans les années 80-90, en disant que l'élève est au centre du système éducatif, ou comme on a pu le dire aussi à la suite, comme le patient est au centre du système de santé. Cela ne veut surtout pas dire qu'il faut crier haut et fort, par exemple, que cette place de l'élève au centre du système éducatif est une révolution copernicienne. Comme le résumait très bien un collègue, avant c'était le maître qui tournait autour de l'élève, maintenant c'est l'élève qui tourne autour du maître. Voilà. Dans la formule de Winnicott, il y a une rencontre. Il y a le vieux mot français de fiance. C'est un mot qu'on trouvait par exemple chez Pierre Janet. Vous pouvez l'entendre. Le mot fiance, fiancé, mais aussi fiable, fiabilité, etc. Fiabilité humaine plutôt que fiabilité mécanique, dit encore Winnicott. L'avantage de cette formule, c'est qu'elle énonce un partage entre la part de moi qui peut être utilisée, qui est disponible, et celle, d'autre part, réservée, intime, que la professionnalité préserve. Chacun d'entre nous, quelle que soit la place qu'il occupe dans l'institution qui fonde et justifie sa pratique personnelle, mais aussi celle de l'établissement du dispositif où il s'inscrit et exerce. Chacun, donc, est tout entier tendu, et c'est une situation inconfortable, tendu entre l'homogène des dossiers et le singulier de la rencontre. C'est le nœud même du politique et du collectif, pour parler comme je vous dis, omnes et singulatim, articuler le singulier et le tous. Je sais pas un coup. C'était mon premier point. Alors je vais essayer d'aller plus vite pour le deuxième. Le deuxième point portera sur l'articulation de présence et représentation à partir du travail de Maldinet et sur le terrain de l'esthétique, terrain que Lévinas occupe peu, sauf dans un article de 1948 qui est le seul ouvrage qu'il est consacré à l'art, qui s'appelle précisément « La réalité et son ombre ». Alors, je parlerai de présence et de présent en même temps. Il n'y aurait pas de présence si on ne parlait pas d'être au monde, première chose. Dans les premières traductions de Heidegger en français, celle d'Afon de Wallis et de Rudolf Böhm, oui, c'est ça, on traduisait Dasein par présence. Il y a une certaine histoire de ce mot.
En dehors de la structure moi-monde, la présence serait le pur fait d'être là, dont on constate empiriquement la présence ou l'absence. Alors que l'existence depuis Kant est définie comme l'absolue position d'une chose, la phénoménologie depuis Husserl et surtout depuis Heidegger radicalise cette position comme étant à la fois distincte de la relation sujet-objet et pensée en termes d'ouverture. Ouverture de l'espace, celui-ci étant davantage un espace habité qu'un espace arpenté, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi ouverture sur le temps et bien entendu ouverture sur l'avenir. La présence, c'est l'être présent à comme être au monde. Mais c'est aussi étymologiquement praesens, c'est-à-dire endevancement par rapport au maintenant, déjà engagé dans le futur, proche ou lointain, se tenant au devant de soi. Maldinet y rajoute une notion de projet. Heidegger parlait d'Entwurf, dans lequel on entend werfen, jeter, être jeté, geworfenheit, être jeté, verfallen, d'échéance, vous reconnaissez les trois existentiaux de Sein und Zeit. Mais enfin, le projet à partir du présent comporte une part de préoccupation, de souci, d'ébauche d'organisation, et que Maldinet rend en traduisant présence par à dessein de soi. Dans l'idée de dessein, il y a l'idée de décision et de projet. Il s'agit de continuer à exister, de maintenir ouvert le ex de exister. Le présent n'est donc pas purement un temps de position, de récapitulation de soi-même, mais ne se conçoit que comme penché sur l'avenir proche, largement déterminé par l'affairement de la vie quotidienne. Toutefois, il peut y avoir un présent sans projet, ou, comme dans la mélancolie, au sens de psychose maniaco-dépressive, il n'y a qu'un présent impossible, rivé au passé, comme ce qui aurait pu être, mais qui détermine implacablement le fait d'en être là aujourd'hui. Un tel présent, enchaîné au passé, perpétuellement ressaisi en auto-reproche et définitivement accompli, eh bien, un tel présent est un présent impossible, et par là une existence à l'impossible, comme l'écrit Maldinet. Être présent dans ce sens renvoie à une expression que l'on trouve dans les premiers articles de Lévinas, dans les années 30, il parle de l'être rivé, notamment dans De l'évasion, et après la guerre, en 1947, dans De l'existence à l'existence. Il n'est pas jusqu'à la lourdeur du corps et de l'humeur qui ne concourt à ce présent impossible. Vous savez qu'en allemand, un des noms de la dépression évoque explicitement cette lourdeur, Schwermut. Restituer au présent mélancolique une dimension d'avenir, c'est l'ouvrir, en esquissant avec le patient un projet, mais aussi en pratiquant par la parole et le vivre avec une sorte de greffe d'ouvert dont parlait Jean Houry. Être présent dans l'ouverture, mieux que devant l'ouvert, qui introduit là, à mon avis, la notion de possible ou de résolution. Être présent dans l'ouverture, c'est retrouver un temps du présent qui ne soit pas clos sur lui-même et ne se laisse pas réduire à une fine pointe du temps. Ce temps-ci, le maintenant, c'est le maintenant dont parle Hegel dans le premier chapitre de la phénoménologie de l'esprit, et que le moment de la certitude sensible, auquel Maldinet s'est attaqué radicalement, en montrant que précisément, en manquant le moment de la certitude sensible, la phénoménologie était mal partie. C'était le faux départ de la phénoménologie de l'esprit. Et une chose est sûre, c'est que dans la dépression mélancolique, le moi qui s'invoque lui-même tente de se convoquer, non pas en présence, dit Maldinet, mais en représentation. Maldinet ajoute que la conversion de la présence en représentation caractérise toutes les psychoses. Elle s'accompagne, dirons-nous, du passage de la zu an den Neid, sous la main, à la vor an den Neid, la lettre en vitrine, comme on traduit parfois, mais elle s'accompagne aussi d'un passage, de la communication à l'objectivation. Cette conversion de la présence en représentation est avant tout un passage à l'abstraction, et, je dis bien, l'abstraction du présent, c'est le maintenant, compris dans les termes de Hegel, dans le passage, le chapitre sur la certitude sensible.
De ce qu'elle sait, dit Hegel, elle exprime seulement ceci, il est, et sa vérité contient seulement l'être de la chose. Il s'agit du moment de la certitude sensible. La chose est simplement parce qu'elle est. Elle est, seulement. C'est là, pour le savoir sensible, l'essentiel. Ce pur être, en cette pure immédiateté, constitue sa vérité. Toute phénoménologie de l'existence doit s'expliquer avec ce faux départ de la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Cette réduction de la certitude sensible au pur vide d'un, je cite Hegel, pur ceci, pur celui-ci, se sachant un pur ceci, eh bien cette réduction est une disqualification du sentir. Le maintenant n'est pas le présent. Le mot maintenant convient aussi bien à midi qu'à minuit. Maintenant il est midi, maintenant il est minuit. Qu'on nous montre, dit Hegel, ce maintenant-ci, il a déjà disparu quand on le montre, écrit Hegel. Mais en même temps, ce maintenant se maintient en tant qu'il n'est ni midi ni minuit, pure négation de toutes les heures singulières. Ce qui fait tenir le maintenant, c'est la parole, qui n'est pas du temps et qui n'est pas du sentir. Ainsi s'exprime Maldinet, je cite, « Avec le maintenant, c'est le présent de la présence qui a dans la parole son seul espace de jeu. Mais c'est une abstraction. Tout instant que dit le maintenant est un instant en général, autrement dit une représentation, qui n'est en aucun cas la vérité du présent de la présence, ni d'ailleurs son rejet ou sa réfutation. Dans la représentation, nous sommes en face. Vorstellung, on dit en allemand, présent devant. Le présent ne peut être représenté car il n'a pas l'abstraction du maintenant. Qu'est-ce en effet que le présent, toujours articulé au passé et à l'avenir, en langage de Husserl, protension et rétention? Il est le temps de l'origine, du jaillissement originaire, Ursprung, on dit en allemand. Ce bon primordial ouvre un lieu de la présence. Avec lui, ce bon primordial, c'est Ursprung, c'est le temps qui unit et sépare, et non plus la parole comme pour Hegel. En outre, ce présent n'a pas la permanence du maintenant qui se maintient identique dans son abstraction, qu'il soit midi ou minuit. Il se conserve, dit Hegel à propos du maintenant. Le maintenant se conserve, dit Hegel. Mais le présent, on ne dit pas qu'il se conserve. Ce qui se conserve, c'est la représentation du maintenant. Le présent ne se conserve pas, il ouvre. Au temps vide du maintenant répond l'espace neutre du ici. Et Maldinet écrit ceci, « Ni le lieu où je suis présent, ni le présent où j'ai lieu ne sont des places à louer pour le spectacle de l'univers. » Pas mal, c'est... Oui. Oui, hein. C'est dans Regard, Espace, Parole. Ce reproche d'abstraction vis-à-vis du présent est un argument pour contester la pauvreté initiale de la certitude sensible chez Hegel. C'est Hegel qui dit que la certitude sensible est pauvre. Et on comprend bien pourquoi il est essentiel pour Maldinet de combattre cet argument, alors qu'il voulait ancrer l'existant dans le sentir. Ce n'est pas la tâche de Lévinas. Lévinas, de son côté, ne cherche pas à déformaliser l'abstraction hegelienne du maintenant pour retrouver un présent originaire à chaque fois nouveau. Ça, c'est du Maldinet. En revanche, Lévinas se retrouve tout à fait dans la position d'être présent à quelqu'un ou à quelque chose, comme une adresse, une interpellation ou une sollicitation. Être présent pour Lévinas, c'est énoncer sa présence comme « me voici », qui est la réponse que fait Abraham à la divinité, notamment dans l'épisode dit de la ligature d'Isaac, quand il s'agit de savoir pourquoi et quand et comment on va sacrifier Isaac. Me voici. Et Moïse aussi répond me voici, etc., dans d'autres circonstances. Lévinas a voulu essayer de déplier tout le contenu phénoménologique de ce me voici. Et vous avez toute une littérature en France, mais aussi en Allemagne, autour de Bernard Waldenfels, sur la responsivité. Nous ferons et nous entendrons. Tout ça, c'est l'arrière-pays, je puis dire, de Lévinas. Alors, concernant la représentation,
il y a chez Lévinas un embarras par rapport à l'image. Cet embarras, qui a aussi un arrière-pays biblique, concerne le statut de l'image et son rapport au visage. L'image n'est pas seulement le portrait dont le visage serait la réalité éthique, c'est toute la réalité qui est concernée. Et ils le disent, Lévinas en parle dans un article publié dans les Temps modernes en 1948, avec une préface de Merleau-Ponty disant « On est bien embêté parce que ça ne coïncide pas du tout avec ce qu'on dit d'habitude, mais comme l'article est bon, on le publie quand même. » Voilà. Alors, ça c'est une parenthèse. Eh bien, si l'art, je cite Lévinas, si l'art consiste à substituer l'image à l'être, l'élément esthétique est, conformément à son étymologie, la sensation, aesthésis. Nous sommes bien dans l'esthétique. Alors cette phrase est importante car elle ne se situe pas sur le plan de l'esthétique artistique, du type c'est beau, c'est pas beau. Donc les problématiques du jugement de goût, par exemple, chez Kant. Mais elle se situe sur le plan de l'esthétique sensible, de l'aesthésis. Mais aussitôt, Lévinas s'attache aux objets esthétiques, tableaux, statues, poèmes, comme s'il lui importait plus de se tenir du côté de la culture instituée que du côté du sentir, plus du côté de l'image que de la touche pathique. Y aurait-il chez Lévinas aussi une méconnaissance du sentir? On peut se demander. À une représentation déracinée fait écho une réalité désincarnée. Je cite Lévinas, « La désincarnation de la réalité par l'image n'équivaut pas à une simple diminution de degré, elle ressort d'une dimension ontologique qui ne s'étend pas entre nous et une réalité à saisir, mais là où le commerce avec la réalité est un rythme, écrit Lévinas. » Non, c'est très rare, je n'ai pas fait de statistiques, mais le mot rythme, surtout appliqué à l'esthétique, est quasiment ici un apax dans l'œuvre de Lévinas. Lévinas ne nie pourtant pas la valeur de la sensation, ni sa localisation inaccessible à l'introspection, dit-il. Mais il a eu comme prof à Strasbourg Pradine, donc il a eu comme ça des gens qui parlaient de la sensation en termes associationnistes. Vous voyez, c'est une conception de psychologie du début du XXe siècle. Donc il n'en est pas dupe, je pense qu'il a dépassé ça. Il le dit d'ailleurs, la sensation n'est pas un résidu de la perception. Lévinas est trop phénoménologue pour réintroduire quelque chose comme de l'intellectualisme. Par exemple, dans le livre de 1947, de l'existence à l'existant, il y a cette fameuse analyse de l'Ilia. Ilia, Esgipt, Ilia. Je suis dans mon lit, toute lumière éteinte, je n'arrive pas à dormir, et j'entends tous les bruits de la maison, et j'ai l'impression, et c'est pas seulement une impression, un sentiment qu'il y a quelque chose. Et il y a quelque chose qui est un élément, qui n'est pas un objet défini, c'est pas la petite souris qui gratte, c'est pas le chat non plus, rien. Il y a anonyme et grouillant, et il y a anonyme et grouillant est, à mon sens, encore dans la sphère du sentir, quoi qu'en dise Lévinas. Et cet il y a est pré-prédicatif et antérieur à la perception. Mais il y a toutefois une différence avec Maldinet, que l'il y a, pour Maldinet, l'il y a est une surprise, un événement, alors que chez Lévinas, c'est l'assomption de l'hypostase, c'est-à-dire que le je va se retourner et mettre l'il y a, neutraliser l'il y a en devenant un sujet. Lévinas, toujours dans le même article de 48, réduit immédiatement la sensation à l'image. Quelle est la fonction de la sensation pour Lévinas? Réponse, l'emprise qu'exerce sur nous l'image. Comment caractérise-t-il cette fonction? Par le rythme. Définir par l'image par le rythme, c'est entrer dans l'esthétique par la grande porte, comme le fait Maldinet, pour qui le rythme est ce qui engendre l'espace pictural, ce qu'il travaille, il nous fait communiquer avec lui, être en lui. Mais, si on poursuit la lecture,
on s'aperçoit que ce qui est positif au Maldinet suscite un mouvement de recul chez Lévinas. Le rythme indique la façon dont l'ordre politique nous affecte. Le sujet est saisi, emporté. Il fait partie de sa propre représentation, dit Lévinas, emporté au sens des transports dionysiaques, bachiques, hein, ce que Lévinas veut éviter à tout prix. D'où une profonde défiance. L'image, nous dit Lévinas, est entraînante, quasiment au sens cabaret du terme. Distincte aussi bien du conscient que de l'inconscient, l'image exerce un pouvoir dont Lévinas nous dit qu'il entraîne un oubli de la réalité, il se substitue à la réalité. La réalité sera toujours en excès sur son ombre. Et si Lévinas dit magnifiquement que l'art moderne laisse voir les nippes de la réalité, j'adore cette expression, les nippes. Nippes, tu vois ce que c'est? C'est les vieux habits qu'on ne met plus. C'est les nippes. Ce qu'on devrait jeter, mais qu'on ne se résout pas à jeter, parce qu'on y tient quand même un peu, quoi. Les nippes de la réalité. La réalité sera toujours en excès sur son ombre. Et si Lévinas dit magnifiquement que l'art moderne laisse voir les nippes de la réalité, on devrait pourtant regretter l'usage exorbitant qu'il fait, à mon avis, du concept d'image. Le rythme en peinture, par exemple, n'engendre pas une image, mais une forme en formation, en voie d'elle-même, la Gestaltung de Paul Klee et de Prinzhorn, dont on parlait tout à l'heure. L'image n'est pas le schème. Ça, depuis quand on le sait. Et le rythme ne disparaît pas derrière l'espace de la représentation. Lévinas reproche à l'art de substituer l'image à l'être. Mais Lévinas ne voit pas que l'art déborde largement l'image. Lévinas manque la réalité de l'art de manière aussi grandiose que Hegel manque le senti. On en parlera. Pourtant, il y a de nombreuses suggestions dans cet article, je rappelle, la réalité de son nom. Comme cette recommandation de partir de la phénoménologie du tableau pour comprendre l'image et non l'inverse. Là, c'est du Maldinet. Lévinas est d'accord là-dessus. Mais une dimension essentielle est également pointée et simultanément manquée lorsque Lévinas affirme que toute image est en fin de compte plastique et que toute œuvre d'art est en fin de compte statue. Toute œuvre d'art est en fin de compte statue. L'exister de la statue est un semblant de l'exister de l'être, dit Lévinas. Non seulement Lévinas, non, il dit ça. Hein. Mais non, mais je pense à son fils, comment c'est possible? Ah, ça, il ne nous dit pas. Son fils est né en 1948, hein, à la date où il a rédigé cet article. Bon. Pardon. I'm sorry. Non, c'est pas grave. L'exister de la statue est un semblant de l'exister de l'être. Non seulement Lévinas ne voit pas que ce semblant est animé de rythme, il prend l'exemple fameux du Laocoon, vous savez, ce qui est dévoré par les serpents, une statue grecque hellénistique qui montre de très beaux mouvements d'enroulement des serpents, etc. Et c'est à propos de ce rythme-là que justement Lévinas dit que la statue est réduite à un instant immobile. Dire que le Laocoon, qu'on peut voir à Rome, est un instant immobile, me semble être un contresens, si je puis dire. À l'intérieur de la vie, ou plutôt de la mort de la statue, l'instant dure infiniment, dit Lévinas. Éternellement, Laocoon sera pris dans l'étreinte des serpents. Éternellement, la Joconde sourira. C'est pas moi qui le dis, hein? Non. Bon. Il s'agit pour Lévinas d'un instant non articulé à l'avenir, non penché, non tendu vers l'instant qui suit. En ce sens, il est non présent. Il est privé de son évanescence. Mais le présent ne fait pas que passer. La perte par le présent de son ouverture à l'avenir signifie son impuissance. L'instant de la statue, ou le flottement intemporel du sourire de la Joconde,
sont rapportés à la dimension pratique du présent. S'ils n'ouvrent pas sur l'action, l'affairement, le projet, le présent n'est plus qu'un impersonnel et anonyme, ce qui nous renvoie du côté de l'IA, du côté du neutre. Pourtant, il est un autre biais, un autre chemin qui va de la statue au visage sans nier la statue. Répondant à une question après un exposé très documenté, c'est dans Penser l'homme et la folie, Maldinet dit du regard qu'il n'est pas un attribut du visage, mais que le visage est l'air AIRE du regard. Dans la statuaire, le regard n'émane pas des yeux, il émane aussi bien des joues, du front, de toute la face. Et juste avant de développer son profond accord avec Lévinas sur l'altérité et le visage, Maldinet salue, je cite, cette expression de présence qui ouvre dans la pierre le là d'un existant et qui appelle la forme d'une présence, je cite toujours, que peut être, entre autres et éminemment, un visage. Fin de citation, c'est Maldinet. Donc il y a un accord revendiqué de Maldinet avec Lévinas. Et il y en a pas mal. Il y a pas mal de citations de Maldinet par Lévinas. Il n'y a aucune citation. Non, qu'est-ce que je dis? Oui, non, c'est le contraire, oui. Lévinas ne cite jamais Maldinet. Maldinet cite souvent Lévinas. Il Alors, est dans le sens de la thèse d'État. Oui, je sais, oui. Alors, je propose de repartir de la statuaire. Une sculpture n'est pas un conglomérat de pierres, du moins tant qu'on n'est pas dans l'installation au sens moderne du terme. Dans une installation, c'est l'étiquette qui vous explique que vous êtes en présence d'un tas ou d'un agrégat. C'est ce qu'on appelle l'art performatif. Je vais me faire des ennemis si je continue. Alors, il faut repartir de la statuaire. Une sculpture n'est pas un conglomérat de pierres, mais c'est en présence d'une sculpture telle que les civilisations anciennes ou modernes nous les donnent à voir, que nous sommes contraints à la façon dont la statue nous impose sa frontalité. Un tas de pierres, on peut toujours en faire le tour et multiplier les perspectives qu'on prend sur lui, c'est toujours un tas de pierres. Cette frontalité de la statue, par contre, se donne à partir d'un arrière-plan qui n'existe pas, sauf à être le contemporain de l'ensemble des formes. En présence d'une statue vue à partir de la place que j'occupe, puis cette autre où je me déplace, il y a toujours une expression. Et celle-ci est expressive pour toutes les places à partir desquelles je l'observe. Il y a une unité d'expression qu'on peut appeler figurale, et Maldinet dit que c'est précisément ce que fait le visage. Maldinet applique au regard ce que Lévinas dit du visage. Le visage, le regard, nous enveloppe et nous surplombe. Il est expression et manifestation de ce dont je ne suis pas l'auteur. Ici, Maldinet épouse et récapitule tout ce que nous aimons chez Lévinas. Mais il ajoute une dimension proprement esthétique qui, loin de contredire le primat lévinassien du visage, le prolonge vers la concrétude du sensible. Le visage d'autrui n'est pas déterminé à partir des limites, mais à partir du rayonnement du regard. À l'appui de son dire, Maldinet convoque ces impressionnants visages des têtes des Cyclades, si anciennes et si modernes par leur forme, visages au contour triangulaire, où les yeux sont deux fentes. On voit ni Maldinet d'abord le regard, parce qu'il est accueil de la lumière, en même temps que regard dirigé vers quelque chose. Le visage n'est pas l'écrin de ce regard, il en est l'aire de projection. Ce que manquent la plupart des portraits plus ou moins officiels des grands de ce monde depuis l'âge classique, pris dans des jeux de société où l'on s'amuse avec des ressemblances. Ça, les portraits, ce ne sont pas des visages, ce sont des portraits. Et reprenant à Lévinas le terme et la notion d'épiphanie, Maldinet l'incarne dans l'expression de visage éclairant. Visage et regard sont indissociables. Nous ne regardons pas seulement avec les yeux, dit Maldinet, mais en tendant la face, en l'offrant pour une rencontre. De même, nous ne saisissons pas le regard d'autrui issu de ses yeux seuls, mais comme émanant de tout son visage. Ici, la notion de rencontre, on a vu
qui a été central chez Maldinet, est associé à la surprise, à l'événement et à l'avènement de soi, et à l'avènement à soi de l'altérité d'autrui. L'autre apparaît en personne, dit Maldinet, ce qui est, bien entendu, la définition même de l'épiphanie. Mais il apparaît dans l'espace de notre présence ouverte, et je souligne ouverte, dans la mesure où c'est l'ouvert qui prend le relais du projet par lequel, depuis Heidegger, on pensait l'être là. Être là dans l'ouvert, c'est bien plus que d'être en précession de soi dans le projet. C'est parce que nous ménageons l'ouvert que nous pouvons accueillir autrui. Vas-y. Mais il est un autre. Bon. Je sais pas ce que disent les autres. Il y a un autre argument qui vient à l'appui, à mon avis, de cet accueil du visage d'autrui. C'est l'expérience banale que nous faisons de l'apparition de notre propre visage dans le miroir. Alors, si on met provisoirement de côté le stade du miroir, si important pour Lacan, si on met aussi de côté les dysmorphophobies de l'adulte psychotique, la jubilation chez l'enfant, la terreur chez l'adulte, bref, il y a une zone grise ordinaire qui suscite le malaise. Ce n'est pas non plus l'attitude qui consiste à faire attention à sa propre image dans le miroir, narcissisme, soin esthétique, etc. Celui qui voit son image dans le miroir s'y aperçoit en face, à distance, comme un objet. Tout y est actualisé. Mon visage m'apparaît comme une totalité close sur elle-même. Elle est cela et rien d'autre. Son instance est insoutenable. Rappelons-nous là-dessus les pages de Sartre où l'on fait l'expérience de l'anthro, la facticité impropre, inauthentique. C'est bien connu. Sauf si je surprends alors mon propre regard dans le miroir. Je me regarde regardant, mais mon visage me déborde et m'enveloppe. Il résiste à ma tentative pour le circonscrire, l'identifier, contenir l'expression que je pourrais être tenté d'y saisir. Autrement dit, il me transcende, et c'est là que l'autophanie que je suis pour moi-même rejoint, sans s'y substituer, l'épiphanie du visage d'autrui. On aurait donc tort de croire que l'esthétique serait inconciliable avec l'éthique. Même si une vision esthétique du monde est une vision aussi périlleuse qu'une vision exclusivement politique du monde, et là-dessus, Walter Benjamin a écrit des choses tout à fait intéressantes. Il dit par exemple que le nazisme politise l'esthétique, le nazisme esthétise le politique et le stalinisme politise l'esthétique. Je t'ai bien dit ça? Oui. Bon, là. Bon, ça a été dit, c'était noté plusieurs fois. Mais ce qui a été dit, ce que j'ai dit de la rencontre de l'ouvert, rejoint l'accueil et l'hospitalité à autrui. Il ne s'agit pas de simple convergence entre les deux, ou de soucis communs, ou encore d'identité de culture phénoménologique, ça va plus loin. Ce qui est commun à ces deux auteurs, c'est la déformalisation de la représentation, le refus de la thématisation, la méfiance à l'égard non pas des images, mais des images toutes faites. J'ai commencé par rappeler que la présence et la représentation tiraient leur sens de leur rapport au présent. Être soi-même, avec autrui, auprès des choses, tels sont les trois existentiaux qu'après Sein und Zeit, beaucoup ont repris. Être présent à autrui dans le cas de Lévinas, c'est un existential qui se détache des deux autres, c'est-à-dire auprès des choses et être soi-même, car il réunit le moi et le présent. Non pas le temps du verbe, mais la disponibilité totale, la réponse primitive, celle qui devance l'appel, si je puis dire. Être présent pour Lévinas, c'est toujours répondre « me voici ». Dans la rencontre, fut-elle celle d'une voix qui m'interpelle, il y a une épreuve éthique. Maldinet le disait de son côté, la rencontre ne se produit pas à l'interface de deux êtres sans visage. Proximité consciente et amicale de Lévinas et de Maldinet. Et proximité qui n'éclaire pas les mêmes phénomènes. La rencontre de l'ouvert n'est pas immédiatement éthique. La rencontre est une mise à l'épreuve. Deux visages en vis-à-vis s'éprouvent eux-mêmes en un double sens, mettre l'autre à l'épreuve en s'y mettant soi-même.
Mais si Maldinet insiste sur le visage comme figure de proue de la personne, la position propre de Lévinas lui échappe, qui lui insiste sur la nudité, la vulnérabilité et la signification immédiate de l'interdit du meurtre. Il ne suffit pas de se rencontrer dans l'ouvert, il faut dire en outre que l'on s'y rencontre à visage ouvert. Voilà. Alors, j'aurais pu, je ne sais pas si on a le temps, dire Ça ne t'ennuie pas, si ça Non, non, t'ennuie ça pas, m'ennuie si ça pas. ne fatigue pas. Non, c'est pour la discussion. Le troisième point que je vais développer comme ça, concerne la lecture de Lévinas par Ricoeur. Ricoeur, comme vous savez, donc j'ai cité tout à l'heure son ouvrage principal, ça, maître ouvrage, Soi-même comme un autre. Le titre dit bien ce qu'il en est. Hein, Soi-même comme un autre, vous êtes un autre comme les autres. Vous êtes vous, un autre comme... Et soit dans un échange de lettres dans les années 70-80, soit dans quelques notes sur Autrement qu'être de Lévinas, Ricoeur dit toujours son effarement face à l'exigence éthique de Lévinas. Le pour l'autre, l'hémorragie pour l'autre, la persécution, être responsable de son persécuteur, tout ça il n'aime pas. Il dit, pour moi l'éthique, il y a une éthique en première personne, c'est être soi-même. Mener une vie bonne, au sens grec, mener une vie bonne. Avec et pour autrui, ça c'est deuxième personne. Dans des institutions justes, ça c'est le tout le monde. Vivre une vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes. Et tout ce qui dépasse est considéré comme extravagant. Et c'est-à-dire que Ricoeur reproche à Lévinas d'avoir une vision, comment dire, mélancolique, très mélancolique du moi, puisque Lévinas parle de sacrifice, de kénose, des mots qui précisément font horreur à Ricoeur. Et j'ai eu, alors c'est ici que je rejoins l'expérience professionnelle, c'est que dans un colloque, il y a plus de 20 ans, avec Philippe Mérieux, que vous connaissez peut-être, qui est un philosophe de l'éducation, très mal reçu en France par les philosophes, c'est bien regrettable. Et Mérieux disait ceci, je cite, je dois tout à mes élèves ne me doivent rien, pas même merci. Alors j'ai connu des gens qui, en entendant cette phrase, ont fait des bons, et si c'est comme ça, on va tous finir à la verrière. Une clinique psychiatrique pour enseignants près de Paris. Voilà. Donc cette trouille justement de cette phrase. Et cette phrase dit bien pourtant l'asymétrie de la relation d'enseignement. Bien sûr. Et si de surcroît un élève vient me dire merci, ben, je suis content. Rassurez-vous, c'est rare, mais ça existe. Alors, si c'est dit par d'autres que Lévinas, on trouve ça presque amusant. Par exemple, Jean Kélévitch, dans le traité des vertus, disait « Tout le monde a des droits sauf moi ». Tout le monde a des droits sauf moi. Ou bien, ce à quoi les enseignants sont d'accord, c'est une autre phrase de Jean Kélévitch, c'est dire « Je suis le serviteur de vos droits, je ne suis pas le gendarme de vos devoirs. Je suis le serviteur de vos droits. » Ça, c'est l'éthique. Ça, c'est une position éthique. Alors que cette extravagance de l'éthique de lévinassienne, Ricoeur veut la ramener à la mesure, en disant, ben non, l'éthique raisonnable, par exemple pour un travailleur, c'est la déontologie. Donc, de sorte qu'on peut dire que Ricoeur se situe dans une dimension déontologique, au sens donné à ce terme par Bentham qu'il a créé au XXe siècle, la science du devoir. Mais bornée par un texte, bornée par des institutions. Alors que, pour beaucoup de gens, effectivement, l'éthique de Lévinas fait penser à une éthique mélancolique, d'autoreproche, etc. Ce que je ne crois absolument pas. Mais dans une première lecture, je conçois qu'on puisse être troublé par ça. Et moi, je
suis pas troublé par Lévinas, mais je suis un peu agacé des fois par les jugements de Ricoeur qui manquent, à mon avis, la radicalité de l'éthique. Ce que Miguel Abençour appelle l'extravagante hypothèse. Voilà. Alors, juste quelques mots de conclusion. Les termes de ce débat entre Lévinas et Ricoeur, débat à peine esquissé par des lettres, etc. Mais aussi l'abrupte de la formule de Ricoeur, tout ça en France, en tout cas dans les années 80-90, et aujourd'hui c'est encore pire, ont été noyés sous la rhétorique citoyenne qui est le ronronnement du système éducatif français. Ce que j'avais voulu montrer, pour finir, c'est que Ricoeur dénonce chez Lévinas le risque, pour le mot haïssable, que Lévinas reprend à Pascal, de virer en mésestime de soi, voire en haine de soi. Les formules de Lévinas comme « plus je suis juste, plus je suis coupable » ou encore « je suis responsable de vos persécuteurs » pourraient en effet irriter ceux qui se coltinent tous les jours la plainte mélancolique, les délires d'autoreproche, la plainte paranoïaque d'accusation. Il fallait montrer que Lévinas n'entretient aucune psychopathologie de la responsabilité ou de la culpabilité, mais qu'il pousse au plus loin l'emphase, l'extravagance, l'emphase, qui caractérise le style même de Lévinas, au point de s'autoriser une extravagante hypothèse, c'est l'hémorragie pour autrui, la kénose qu'il faut tempérer. Ce n'est pas la méchanceté humaine, la guerre de tous contre tous qui est la réalité sociale. La réalité sociale pour Lévinas, c'est d'abord de contenir l'hémorragie du pour autrui par la comparaison de ce qu'il appelle en 1974 dans Autrement qu'être le tiers, comme devant une cour de justice. Eh bien, le politique, conçu comme une cour de justice, viendra en quelque sorte adoucir l'hémorragie du pour autrui, l'extravagance de la réalité éthique. Voilà, c'est donc la question politique même vue à partir d'une position, celle de Lévinas, qui n'est pas la plus courante ni la moins dérangeante. Ça, c'est un autre, j'ouvre un autre volet que je n'ai pas travaillé aujourd'hui sur le politique, justement. Voilà. On n'ose pas dire merci. Ah, si.